Bon, au regard de la révolution que la critique kantienne a été, a représentée dans l'Occident moderne, il serait naïf de vouloir faire l'économie d'une réflexion sur la métaphysique en termes de science, puisque c'est cette constitution d'une métaphysique comme science qui préoccupe, qui intéresse Kant. Après la critique classique de l'imagination, de la superstition et de ses dégâts sur la théologie, critique qui a commencé avec Montaigne, qui accède à sa méthode, disons, chez Spinoza, dans le traité théologico-politique, Kant avait poursuivi cette entreprise en critiquant les délires de la raison elle-même, déclarant l'usage des concepts et des catégories de l'entendement comme inappropriés aux objets qui échappent au domaine de l'expérience sensible. Alors, la question c'est, dès lors, qu'est-ce que peut bien signifier une métaphysique conçue comme science du rêve, puisque c'est de rêve que nous parlons. Science du rêve, une métaphysique conçue comme science du rêve qui tienne compte des résultats de ce récent épisode de la métaphysique. Comment le rêve, si vous voulez, illusion trompeuse, produite par une imagination folle, pour parler comme Pascal, traditionnellement comprise comme un obstacle à la science, pour parler comme Bachelard. Comment ce rêve peut-il devenir l'objet d'une science, et non pas simplement d'une science psychique, telle que la psychanalyse freudienne, ou d'une épistémologie bachelardienne, qui n'aurait pour fonction que de l'éliminer, mais l'objet éminent de la science éminente elle-même. Et il y a là comme une audace dont je dois me justifier. Comment la métaphysique peut-elle prendre la forme d'une onirologie, d'une généalogie du rêve? Réponse, elle a à expliquer la fabrique de l'illusion de la réalité, incluant l'examen des malentendus, tout ce qu'on pourrait appeler biais cognitifs, qui en découlent, et leurs corollaires moraux, ou ses corollaires moraux. Le but d'une telle science n'est donc plus d'accéder à un corpus de vérité décisive sur les objets de la métaphysique spéciale, psychologie, cosmologie et théologie rationnelle, telle que Kant en parlait, de nous livrer dans une métaphysique générale, une ontologie, pour parler encore comme Kant, des connaissances fondatrices, les connaissances fondatrices d'une science de l'être, mais de comprendre pourquoi et comment nous nous figurons le réel, c'est-à-dire pourquoi et comment nous le défigurons, comment nous lui surimposons, pour parler à nouveau comme Shankara, comment nous lui surimposons ou lui substituons nos concepts et nos évaluations, qu'il éclaire, en lui donnant un sens d'un côté, tout en nous aveuglant, l'arbitraire relatif de ce sens nous faisant manquer l'absolu. Prise sous cet angle, la métaphysique est bien une science, si vous voulez, mais c'est moins une science du vrai, à mon sens, qu'une science de la vraisemblance, plus simplement, une science du jeu des apparences. Quoique cette métaphysique s'ouvre aussi d'un autre côté, et ce sera l'objet de notre troisième partie, sur les régimes de vérité non duelle, cette métaphysique s'ouvre aussi sur l'expérience directe du réel, comparable à celle d'un sommeil sans rêve, sommeil sans rêve mais éclairé de conscience, et une expérience de la présence, si vous voulez, pour le dire plus simplement. Et sous cet angle-là, elle est une méditation sur l'ineffable dont il s'agit de faire l'expérience. La méditation, c'est la méditation qui accompagne une discipline spirituelle. Bon, ça ne plaira pas beaucoup à nos amis kantiens. Mais cette culture de la présence peut constituer un fondement pour de nouvelles déductions, dans le cadre d'un paradigme métaphysique
qui aura donc un caractère scientifique, et qu'on ne doit pas craindre d'appeler dogmatique métaphysique, malgré le sens péjoratif, je dirais à contresens du sens péjoratif que ce concept a pris depuis Kant. Je veux dire que pour être cohérent, il faut renverser la critique, cette critique du dogmatisme. L'erreur de la métaphysique kantienne, c'est d'avoir, selon nous, c'est d'avoir révoqué toute expérience métaphysique, au motif d'illusion, d'avoir abusivement postulé que toute la métaphysique devait se réduire à la connaissance rationnelle a priori comme telle. Voilà ce que nous reprochons à Kant. Or, nous plaidons pour une dogmatique métaphysique, qui ne se fonde sur aucune intuition intellectuelle, attention, sur aucune intuition de la raison, et prétend donc pouvoir être disculpé de l'accusation de dogmatisme. Nous nous défendons de l'accusation de dogmatisme tout en constituant une dogmatique métaphysique. Mais dogmatique doit être pris au sens littéral, on y reviendra, au sens d'une axiomatique. C'est le terme que sans doute il nous faudra préférer, nous y reviendrons plus loin. Dogme et axiome renvoyant à la même idée en grec, c'est-à-dire à cette notion d'un point de départ, arbitrairement fixé, mais absolument indispensable. Et c'est dans l'expérience de la présence que nous pouvons choisir de trouver ce point de départ, de fixer ce point de départ. Donc, cette métaphysique se fonde, cette dogmatique métaphysique se fonde sur une expérience supra-rationnelle, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas la discuter, la justifier, la bousculer, comme le font quotidiennement tous les scientifiques dont c'est le métier. La science consiste aussi dans l'exercice du doute, de la critique, mais cette expérience supra-rationnelle appelle après elle un certain usage de la raison. La raison n'étant utilisée ici que pour traduire cette expérience en approximation qui se donne comme telle, en vraisemblance théorique qui ne se donne pas pour des vérités absolues. Et c'est en ça que, je pense, nous parons l'accusation qui me semble excessive de dogmatisme. On peut fonder une dogmatique sans être dogmatique. Le substantif et l'adjectif dogmatique n'ont pas le même sens. Cette métaphysique est consciente de dire l'absolu, cette dogmatique métaphysique est consciente de dire l'absolu dans la particularité ou dans la partialité d'un langage qui lui est ontologiquement disproportionné. Les concepts dans lesquels elle va se dire ne disent pas et ne peuvent pas dire l'essence du réel. C'est, je crois, pour finir et enfoncer encore une fois le clou sur cette idée, ce qui nous met définitivement, je crois, à l'abri de l'accusation de dogmatisme.